On va partir de l'idée qu'en fait, on fait une expérience sur la fixation mémorielle des personnes âgées. Okay, donc juste un test de mémoire chez des sujets âgés. Le principe, c'est qu'on va demander à ces sujets d'associer à des nombres qu'on doit mémoriser des images mentales. C'est sûrement un truc dont vous avez déjà entendu parler. On vous dit que pour mieux retenir quelque chose, il faut lui associer une image. Bon, c'est une technique qui ne marche pas du tout autant que je ne suis pas visuelle, mais peut-être que ça marche chez certains d'entre vous. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait habituel, mais c'est des tests qui sont régulièrement faits. Alors, je vous dis, on va travailler auprès de personnes âgées. Les sujets de l'expérimentation, en fait, on va les répartir en deux groupes. C'est des choses qu'on a faites ensemble en méthode d'expé. On va prendre un groupe expérimental et un groupe témoin. Le groupe expérimental, en fait, on les a entraînés intensivement depuis un mois complet à cette technique-là, tandis que le groupe témoin n'a pas été entraîné. Ça va ? Ça va jusque-là? C'est des trucs normalement auxquels vous êtes habitués, pas trop complexes. Alors, la tâche des sujets, c'est qu'on leur demande de mémoriser une liste de nombres de 2 chiffres en présentation visuelle. Donc, ils ont toute une liste de numéros qui sont composés de 2 chiffres systématiquement et qu'on leur présente visuellement. C'est juste la méthode de présentation du jeu. Et après 5 minutes, on demande en fait au sujet d'écrire tous les nombres dont il se souvient sur un petit papier et on récolte ça. Okay, principe de l'expérimentation. Comment est-ce qu'on les récolte? Simplement on prend les feuilles, on vérifie quelles sont les bonnes réponses, quelles sont les mauvaises réponses, et on attribue au sujet une note sur 20. Okay. Alors, imaginons que cette expérience est faite, qu'on a récolté des données, etc. Voilà le type de tableau de données qu'on pourrait obtenir. Je ne sais pas si on voit très bien, je crois que je vais le temps. Oui. C'est mieux. C'est mieux. J'ai l'impression d'être chez l'oculiste. Alors, donc en gros, vous voyez que là, c'est une présentation SPSS tout à fait typique, à laquelle normalement vous avez un petit peu touché maintenant. Vous voyez qu'on met dans une des colonnes les groupes. Je dis que tous ceux qui ont numéro 1, c'est ceux qui appartiennent en fait au groupe témoin, tous ceux qui ont numéro 2, ceux qui appartiennent au groupe expérimental. Et puis pour chaque sujet, j'inscris en fait sa performance au test de mémoire. Ça va? Donc, vous voyez que vous avez les résultats pour les sujets du groupe 1 et les résultats pour les sujets du groupe 2. Alors, là apparaît un truc que moi j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser, qu'on appelle les boîtes à moustaches. C'est super clair. Oui. Alors j'adore le mot. J'ai beau adorer le nom, moi c'est quelque chose que je n'utilise pas tellement avec mes données, tout simplement parce que c'est pas représentatif chez moi. Mais en fait le principe de la boîte à moustaches, c'est que ça vous représente des quartiles différents. D'accord? Donc en fait, la valeur inférieure de la boîte, c'est le premier quartile, la valeur supérieure, c'est le troisième quartile, et au milieu, en fait, vous avez la médiane. C'est ça le principe. Et les extrémités, les trucs qu'on appelle en fait les moustaches, c'est une boîte à moustaches. Ici, mais vous avez la note maximale et la note minimale. Okay, c'est ça le principe de fonctionnement. On vous les montre juste parce que visuellement c'est très parlant et on voit directement, si on la regarde un petit peu, que oui, en fait, le groupe témoin performe beaucoup moins bien que le groupe expert. Ça va? On aurait pu vous montrer ça sous forme de graphe, on aurait pu faire pas mal de choses, mais visuellement, la boîte à moustache, ça fonctionne pas mal. Ça va? Ça, c'est juste une observation des résultats des sujets. Mais vous savez que comme on est en statistique, on aime bien faire des tests, ça marche super bien, c'est merveilleux, ça nous donne tout ce qu'on veut. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur ces données? On pourrait faire en fait une analyse de variance simple. Quelque chose qu'on pourrait tout à fait faire, simplement pour vérifier s'il y a des différences de moyenne entre les deux groupes. Vous auriez pu aussi choisir de faire un test de student. Ça fonctionnerait aussi. Vous avez effectivement groupe témoin et groupe expérimental, chacun a sa moyenne, vous observez les différences de moyenne. Ça va? Ça pourrait fonctionner. Alors, ici, juste pour vous montrer à travers une analyse de variance ce qu'on peut observer, c'est en fait la même chose que ce qu'on a vu dans les boîtes à moustaches. C'est que nous, à l'œil, en fait, juste au niveau des données, on observe qu'il y a bien une différence entre les deux groupes. Voilà. C'est confirmé par l'analyse de variance. Donc si vous regardez les chiffres, c'est toujours le même principe, vous avez votre F et la significativité du test. Là, on est bien en dessous de 0.05.
d'accord? Donc c'est bien significatif. C'est exactement ce qu'on pensait observer. D'accord? On vous a mis encore une troisième représentation, simplement pour vous habituer à lire différentes choses. Ça peut être intéressant parce que, évidemment, dans les articles que vous avez sous les yeux ou dans les bouquins que certains profs vous proposent de lire, vous avez des représentations différentes. Essayez de vous habituer à passer d'une à l'autre. C'est très important de pouvoir vous faire une idée visuellement à travers le résultat d'un test, simplement en voyant les données. Okay, c'est assez important. Donc, l'idée, c'est que si on regarde ce graphe-là, qui est quelque chose de tout à fait classique, on a l'habitude de sortir sur Excel, ce genre de choses, ça va. Mais on voit effectivement que les deux, ce que moi j'appelle des tours, je crois que c'est pas un terme très scientifique, j'appelle ça des tours, des immeubles. En gros, vous voyez que l'immeuble du groupe témoin, qui n'a pas eu droit à un entraînement de 1 mois, est beaucoup plus petit que l'immeuble du groupe expérimental qui a été entraîné pendant 1 mois à ce genre de temps. Ça va. Autrement dit, quand on étudie les données, on se dit qu'effectivement, il y a un très bon effet de la variable indépendante qui nous intéressait, le fait que les sujets étaient entraînés à ce genre de tâches. Ça va? C'est assez logique. Alors, ce qui arrive parfois, c'est qu'en fait, on suspecte l'action d'une variable parasite. Disons pour l'exemple ici, que en fait, on se rend compte, c'est un chercheur qui n'a pas été très malin, il se rend compte que dans son groupe expérimental, il n'y avait que 2 personnes qui venaient d'une seniorité, alors que dans son groupe témoin, il n'y avait que 2 personnes qui étaient issues du service gériatrique d'un hôpital X. Voilà. Donc 2 groupes qui sont extrêmement différenciés, mais au niveau de leur milieu de vie, si vous voulez, milieu de vie qui représente en gros leur capacité. Si c'est des personnes qui sont dans une seniorité, en général, bonne santé mentale, des gens qui peuvent se débrouiller eux-mêmes, qui ont besoin d'un petit peu d'assistance, mais c'est pas flagrant. Alors que les personnes qui proviennent normalement d'un service médicalisé, c'est des personnes en général qui ont une santé beaucoup plus fragile, qui sont moins indépendantes, etc. Voilà. Donc, c'est très bien, on s'était dit c'est parfait, on a un bon effet de notre variable indépendante, mais étant donné que les 2 groupes qu'on a conçus sont extrêmement différenciés au niveau en fait, du milieu de vie des personnes qui les constituent, on a un petit souci. D'accord ? Donc, juste pour vous rappeler que ceux du groupe expérimental, c'est ceux qui sont déjà en bonne forme, alors que ceux du groupe témoin, qui en plus ne font pas avoir d'entraînement, c'est ceux qui sont déjà un petit peu plus diminués. Ça va ? Alors, ça. Du coup, qu'est-ce qui se dit, ce chercheur qui n'a pas été très malin ? Que oui, la différence en fait qu'il observe entre les 2 groupes, elle pourrait être due à la variable parasite. Ça va ? Simplement parce que des personnes qui ont déjà une bonne santé mentale, qui ont déjà une mémoire qui est beaucoup plus entraînée, fatalement elles vont revenir beaucoup plus de chiffres que des personnes qui sont diminuées et qui pourraient tout à fait avoir des problèmes neurologiques. Ça va ? J'espère que ça vous paraît logique. Normalement, c'est le genre de truc auquel on pense avant de faire son expé. Ça va. Mais effectivement, dans les conditions réelles, c'est tout à fait possible que vous n'ayez pas un échantillon assez large pour pouvoir se diviser avec des personnes qui soient équivalentes des 2 côtés. Ça arrive très souvent, notamment à cause des autorisations, que ce soit les autorisations légales, qui viennent directement de l'État, ou bien de la gestion interne d'un hôpital. D'un hospice, c'est vraiment assez compliqué à vivre. Ça va ? Alors, on va dire que ce chercheur un peu crétin est aussi un peu connu, simplement parce qu'il se rend compte qu'il a aussi à sa disposition les résultats d'un test de mémoire que les sujets avaient passé auparavant. Donc, par le plus grand des hasards, tant mieux qu'on contrairement ce principe. En fait, ces personnes auxquelles on a fait passer un test, on se rend compte qu'on a déjà des données antérieures sur elles, les données en fait d'un test de mémoire qu'on leur avait fait passer qui était identique pour tous. D'accord ? Donc, au final, on se retrouve avec quoi comme type de données ? Ça se présente comme ça. Vous avez de nouveau le groupe auquel appartient chacun des patients. Les résultats, en fait, du test qu'ils viennent de faire et leur performance à un test précédent. D'accord ? Je ne me trompe pas, je crois que c'est ça le sens. C'est le contraire. C'est le contraire. Donc là, c'est la performance au test qui nous intéresse, d'accord ? Où on a observé qu'il y avait effectivement des différences. Et ici, c'est les résultats antérieurs d'un test mémoriel généralisé. Ça va ? C'est pas le même test. Donc en fait, si tu veux, en gros,
je ne sais pas, il y a peut-être une autre étude qui fait qu'on leur a fait passer des tests mémoriels, peut-être une test batterie. Et puis, ça c'est notre étude, celle qui intéresse notre chercheur un peu crétin et cocu, c'est ce résultat. Ça va? Alors, donc, l'idée, c'est que ce qu'on va essayer de voir, mais c'est s'il y a un lien entre ces deux types de résultats. D'accord? Parce que spontanément, on se dit oui, ceux qui ont déjà une bonne mémoire à la base, théoriquement, ils devraient performer mieux au test qu'on leur propose. Parce que ce qu'on a mis en place, c'est un test de mémorisation d'une série de noms. Ça va? Donc, pour vérifier ça, on va se faire un petit graphe qui va nous permettre d'indiquer en fait, les résultats de chacun des sujets à chacun des deux tests. D'accord? Donc chacun des points présente un sujet. Le sujet numéro 1, il avait fait 5 à l'ancien test mémoriel et il a fait 9 dans notre XP. Ça va? Et ainsi de suite. Donc vous avez un ensemble de points qui représentent les différents sujets. Ça va? Alors, si vous regardez ce truc-là, vous avez normalement l'impression visuelle d'une belle ligne qui apparaît. Les points sont plus ou moins groupés autour d'une certaine droite. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, il y a une liaison importante entre la performance qu'on a observée pendant notre expérimentation et la variable qu'on suspecte de parasiter le truc, d'accord, qui là est en fait la santé de la mémoire, si vous voulez, qu'on a observé à travers le premier test sur la mémoire, qui nous apparaissait théoriquement. Ça va jusque-là? Oui? Ok. Alors, ce qu'on se dit, c'est que Madame Belle. Donc, vous avez le coefficient de corrélation qui apparaît et qui vous confirme en gros ce que vous observez ici. Ça va? Donc, effectivement, il y a bien une liaison entre les résultats qu'on a obtenus au terme de notre expérience et les résultats qu'on avait déjà avant à propos des différents sujets qu'on a testés. Ça va? Donc, il y a bien un lien entre la santé de la mémoire, qu'on peut évaluer à travers le test de mémoire qui avait été fait bien avant l'expérimentation, et les résultats de notre expérimentation. Ça va? Est-ce que c'est projet 1? Oui. Donc la colonne à gauche, c'est les résultats au test précédent. Donc ce qu'on appelle, ce qu'on appelle santé de la mémoire, c'est ici. Et les résultats de notre expérimentation, c'est là. Donc en fait, l'axe Y, c'est une mesure de la variable parasite. Et l'axe X, c'est une mesure de la variable dépendance. Oui. Donc en trace, l'idée c'est qu'on a donc on doit avoir une nouvelle procédure qui s'appelle l'analyse de covariance. Vous avez vu vous m'entendez là? Une analyse de covariance. Donc l'idée d'analyse de covariance, c'est une nouvelle procédure qu'on va dans le cadre du cours, qui est, comme son l'indique, basée sur la covariance. On a vu l'analyse de variance basée sur la variance. Ici, on va voir l'analyse de covariance basée sur l'indice covariance. On va voir juste après pour vous rappeler ce que c'est que l'analyse de covariance. Et donc, quand est-ce qu'on utilise ce type de procédure? Lorsque l'on soupçonne l'effet d'une variable parasite dans le dispositif et que l'on a la chance d'avoir une mesure de cette variable parasite, il faut absolument pouvoir quantifier cette variable parasite. Et l'analyse de covariance va nous permettre de regarder s'il y a un effet de la variable indépendante, donc des différences entre les sur la variable dépendante, sur la mesure, mais en enlevant l'effet de la variable parasite. D'accord? Donc la variable parasite, elle vient biaiser en fait la variable dépendante, peut-être. On en a une mesure de cette variable parasite, et par une procédure qu'on va appeler une procédure de décorrélation, on va pouvoir enlever l'effet de cette variable parasite sur la variable dépendante, et donc calculer non plus les moyennes de départ de variables dépendantes, mais ce qu'on va appeler des moyennes ajustées. Ces moyennes ajustées, qu'est-ce que c'est? Ce sont les moyennes de la variable dépendante lorsqu'on a enlevé l'effet de la variable parasite. Et donc on va comparer ces moyennes ajustées et voir s'il y a effectivement alors un effet de la variable indépendante. D'accord? Et donc dans le cas présent, l'idée c'est qu'on a deux groupes, un groupe expérimental et un groupe contrôle qui ont passé le groupe expérimental que l'on a entraîné avec une technique pour se mémoriser des nombres, d'accord, et un groupe contrôle à qui on n'a rien fait. Et ce qu'on remarque
Donc, pendant un certain temps, sur le groupe contrôle, on ne fait rien, mais sur le groupe expérimental, on entraîne les personnes avec la nouvelle technique, et on veut voir si cette technique a un effet. D'accord? Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à la suite de l'entraînement, on va faire passer un test de mémoire au début. On a donc une mesure de variable dépendante, qui est le score à ces tests de mémoire, et on va comparer les moyennes de ces deux groupes. Et comme dans tout plan classique, si on observe des différences de moyenne entre ces deux groupes sur le score au test mémoriel, on peut espérer que c'est un effet de la méthode d'entraînement. Ça, c'est ce qu'on ferait avec une analyse de variance. D'accord ? Ce qui se passe ici, c'est qu'en fait, les sujets ont mal été distribués dans les groupes. Puisque ce qu'on remarque, c'est que les sujets du groupe expérimental sont en meilleure santé mentale, cognitive, que le groupe contrôle. Et donc, il peut y avoir cet effet de, finalement, mes groupes ne sont pas équivalents au départ, si vous voulez. Il y a une variable qui est venue parasiter les résultats, c'est que, justement, les sujets qui sont en meilleure santé, c'est ceux qui, en plus, ont été entraînés. Donc, on pourrait imaginer que, effectivement, si on montre que la moyenne du groupe expérimental est meilleure que la moyenne du groupe contrôle, c'est dû au fait qu'ils ont été entraînés par la nouvelle méthode, mais peut-être c'est dû aussi au fait qu'ils étaient aussi au départ en meilleure santé mentale. Et donc, être au départ en meilleure santé mentale, c'est une variable parasite dans le plan. Et on a la chance ici que cette variable parasite, on l'a quantifiée, puisque plusieurs mois avant l'expérience, tous les sujets avaient justement passé un autre test de santé de la mémoire. Et donc, on a une quantification de cette variable parasite. D'accord? Donc, on avait un plan où on veut voir des différences entre des groupes constitués par une variable, par les niveaux d'une variable indépendante. Ici, c'est avoir subi le traitement expérimental ou pas, avoir été entraîné à la méthode ou pas. On a une variable dépendante qui est les résultats d'un test qu'on a fait passer à la fin de l'entraînement et du groupe. Et on a la chance d'avoir une quantification d'une variable parasite. Avec tout ça, on va pouvoir mettre tout ça dans la procédure qu'on appelle analyse de covariance, qui va nous permettre de voir s'il y a effectivement des différences entre nos deux groupes en ayant enlevé l'effet de la variable parasite. Ça, c'est le cadre général de la procédure de cours multiple. Ça, c'est important de le dire. Après, c'est toutes des histoires de technique. Hein. Donc, le calcul. Mais ça, c'est, je pense, la chose importante, c'est que vous voyez bien dans quel cadre on utilise cette analyse de covariance. Alors, ce qu'on vous a montré juste avant, c'est effectivement un graphe de corrélation entre la mesure de la variable parasite, qui était sur l'axe Y, et la mesure de la variable dépendante, qui était sur l'axe X. Parce que pour que l'analyse de covariance fonctionne, et pour qu'elle ait un sens, il faut effectivement qu'il y ait cette corrélation entre variable parasite et variable dépendante. Ça veut dire, et donc que ces deux variables covarient. La covariance est une mesure de cette covariation. D'accord? Donc les sujets qui ont les meilleurs résultats, en plus, ils ont une meilleure santé mentale. On avait mesuré par la variable parasite. D'accord? Et donc, ça renforce le fait que le groupe expérimental est meilleur. Et donc, on va enlever cet effet-là. Et comment est-ce qu'on va enlever cet effet-là? Parce qu'on va appeler le principe de décorrélation. Ça va? Et donc, ce que Anne-Sophie vous montrait quand je suis arrivée, c'est simplement ce graphe corrélationnel entre donc, la variable parasite et la variable dépendante, avec une mesure du coefficient de corrélation donné par le logiciel, qui est de 0.93, donc qui est une très bonne, une bonne corrélation. On pense qu'à partir de 0.7, c'est une bonne, la corrélation devient importante. L'intensité de la relation est importante. Ça n'a rien à voir avec la significativité du coefficient de corrélation. C'est juste sa mesure, donc qui mesure l'intensité de la relation. Plus c'est proche de 1, mieux c'est. Voilà. Donc l'idée de l'analyse de covariance, c'est donc d'enlever l'effet de la variable suspecte, des parasites, par des techniques corrélationnelles, et voir si
la variable dépendante apparaît toujours dépendre de la variable indépendante. Merci insuffisant. Alors, on vous a montré tout à l'heure des résultats d'une analyse de variance. Ok, donc ça c'est un tableau. Je vais juste reprendre celui-là. Voilà, ici, on vous a montré ici le fait que quand on met une simple analyse de variance sur la variable dépendante, effectivement il y a des différences de moyenne significatives entre les deux groupes. D'accord, le groupe expérimental est meilleur que le groupe contrôle. Alors pour que vous compreniez bien le tableau qui est ici, ce qui s'appelle DF, c'est Degree of Freedom, c'est ce que nous on appelle DL de liberté ou L pour de liberté. SS, c'est Sum of Square en anglais, donc c'est les SCE, c'est notre SCE à nous. MS, c'est Mean Square, donc c'est nos carrés moyens, nos CM. F, ben, donc c'est le F de Snellcorp. Et prob ici, ben, c'est la valeur du alpha, de notre niveau de significativité. Alors, rappelez-vous, analyse de variance, ici on est dans le cas d'une analyse de variance simple, le F c'est toujours un rapport de l'effet systématique sur l'effet aléatoire. Dans une analyse de variance simple, qu'est-ce qui est l'effet significatif, systématique, pardon, c'est les différences entre les groupes, et ce qui est l'aléatoire, c'est ce qu'il y a dans les groupes, l'échantillonnage à l'intérieur des groupes. C'est pour ça que sur la première colonne, ben, ça s'appelle la source, c'est l'effet entre les groupes, between, entre les groupes. Et l'autre, c'est l'effet dans les groupes. Within, en anglais, ça veut dire dans. Okay. Et donc, pour, finalement, entre les groupes et dans les groupes, vous avez les degrés de liberté. Vous avez les sommes de carrés d'écart. Ben, si vous divisez ces sommes de carrés d'écart par les degrés de liberté, là, juste devant, rappelez-vous, vous avez les carrés moyens. 64 divisé par 1, ça fait 4. 25 divisé par 14, ça fait 79. La ligne d'en dessous, c'est dans le groupe total. Hein. Mais ça ne nous sert pas parce que ce qu'on va faire, c'est le rapport entre ces deux carrés moyens pour obtenir le F. Et donc, le 35 fois 84 n'est rien d'autre que 64 divisé par 1,79. Ça va? Et donc, après, le logiciel, bah, lui, nous, ce qu'on fait à partir de là, c'est qu'on va voir dans la table des F, bah, lui, le logiciel, il calcule tout seul la valeur du niveau de probabilité, des significativités. Alors, vous voyez que 0,00, ça ne veut pas dire que l'alpha égale à 0. Alpha, il n'est jamais égal à 0. Il peut être très, 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 très petit, 0,00001. D'accord? Mais comme le logiciel ne met que 2 chiffres après la virgule, on ne voit pas ce qu'elle est derrière. Donc on n'écrit pas significatif à alpha égale 0, on dit significatif à alpha inférieur ici à 1%, on peut l'écrire comme ça. Ça va? Voilà. Donc je reviens au tableau de l'analyse de covariance. Voilà. Où en fait, dans le logiciel en tout cas, ici c'était OpenStat, je pense qu'on avait utilisé, mais vous apprendrez à le faire avec SPSS. Eh bien, on vous donne ici la valeur du F et sa significativité. Et donc ici, vous voyez que alpha, il est bien supérieur à 5%, qui est le seuil qui nous donne toujours de la significativité. Le alpha, il vaut 61%. Donc, on obtient quelque chose de non significatif. Donc, vous voyez que l'effet qu'on voyait tout à l'heure, un effet significatif de différence entre les moyennes, le fait d'avoir enlevé la variable parasitique montre qu'en fait, il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes. Donc, en fait, ma méthode, elle n'a pas vraiment d'effet. Ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est qu'on avait en même temps l'effet de la variable dépendante, mais aussi l'effet de la variable parasite. Avec l'analyse de covariance, on a enlevé l'effet de cette variable parasite. On a donc fait, si vous voulez, une analyse de variance sur des moyennes ajustées. Ce que j'appelle moyennes ajustées sont les moyennes que l'on obtient quand on enlève la variable parasite, l'effet de la variable parasite. Et on remarque alors que les moyennes ajustées ne sont pas différentes significativement. Ça va? Et donc, le slide suivant vous donne justement les valeurs des moyennes non ajustées. Donc ça, c'est celle de tout à l'heure sur laquelle on a fait l'analyse des variances et qui nous disait qu'il y avait des différences significatives entre les deux groupes. Mais là, c'est quand on n'a pas enlevé l'effet de la variable parasite. Et puis, vous avez le logiciel qui vous donne ici les moyennes
Adjusted Group Mean, donc les moyennes ajustées. Donc ces moyennes, ce sont les moyennes que l'on obtient lorsqu'on a enlevé l'effet des variables parasites. Et quand on regarde s'il y a des différences, vous voyez que les moyennes maintenant, elles sont tombées à 11,9 et 12,5, et donc en fait, elles ne sont pas significativement différentes. Ça va? Est-ce que ça va? Ça va. Alors, pardon? Non. Oui, on appelle ça analyse de covariance. Alors peut-être revenir justement sur cette notion de covariance. Donc analyse